Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue dans Les Grains de Sable, le podcast qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Voca, je relis l'œuvre pour l'occasion et je suis accompagné de Zef qui lui la découvre et ensemble on va retraverser toute l'œuvre jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça nous prendra le temps que ça prendra mais on ira au bout. Bonjour Zef. Bonjour Jean. Donc aujourd'hui on arrive au numéro 10 de Sandman, paru en novembre 1989, scénarisé bien évidemment par Neil Gaiman, dessiné par Mike Trichenberg et Malcolm Jones III, et à la couleur on a Zilonol. Il s'agit de la première partie d'un arc en 7 parties qui s'intitule La maison de poupée. Et donc on va démarrer tout de suite. La maison de poupée s'ouvre sur la présentation du seuil, la forteresse du désir. Oui. Le désir, un des infinis, un des frères de Morphée, et qu'on va découvrir là. Il a déjà été mentionné, mais c'est la première fois qu'on le découvre. Oui. Alors frère, sœur, quelque chose. Exactement. On va le découvrir un peu plus. Exactement, tout à fait. C'est marrant, en anglais c'est le threshold, et du coup je me demandais quelle était la traduction du truc, en comprenant à peu près ce que ça voulait dire, mais effectivement le seuil c'est plutôt intéressant comme terme. Oui. Tu fais mention du coloriste, heureusement, parce que le travail de couleur là, alors je sais plus si c'est lui sur les anciens, mais incroyable, notamment sur les 3-4 pages qui vont venir là. Ouais, sur l'intro, ouais, je suis d'accord. Incroyable. Cette forteresse, donc le seuil, c'est un palais de chair et de sang qui est à l'image du désir, et c'est un palais de chair et de sang au cœur duquel il ou elle vit. Car comme nous le dit Neil Gaiman dès le début, le désir ne s'est jamais contenté d'un seul sexe. Exact. Et donc c'est un personnage androgyne. Alors nous on va avoir tendance à dire il parce que le mot désir est masculin. Français, ouais. En français, le désir est masculin, mais le personnage lui c'est totalement indéfini. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette forteresse ? Je trouve que l'intro de cette forteresse est vraiment très représentatif effectivement du désir à tout point de vue. C'est quelque chose qui est énormissime, qui est quasi infini, dont il y a un seul occupant. La phrase qui m'a fait vraiment kiffer et peur à la fois, c'est on pourrait parcourir les veines de la forteresse, donc parce qu'on a un corps humain en fait qui est représenté. Les veines sont des couloirs dans lesquels on pourrait naître et mourir, on pourrait y marcher, naître et mourir sans jamais reprendre le même chemin. Ça dit en fait des centaines et des centaines et des centaines de milliers de pas que tu pourrais faire là-dedans sans t'arrêter. Et en fait ça te donne l'esprit humain a du mal avec les ordres de grandeur, a vraiment du mal, mais là en fait ça m'a donné le vertige quand j'ai essayé d'imaginer ce que ça voulait dire en fait. Oui, c'est fou, il y a vraiment une notion d'immensité. Moi, celle qui, dans le même ordre d'idée, celle qui m'avait marqué, c'est il contient 2 tympans plus grands que 12 salles de bal en marbre. Et c'est vrai que ça, on essaye de se représenter, et en fait, ça donne le vertige. Oui, c'est vrai, je trouve ça. Et tout est concentré donc dans le cœur, le seul endroit qui est vraiment habité, logé, décoré en fait, et qui est le centre du désir par excellence. Oui, et il y a une notion de... Enfin, c'est déjà incroyable qu'il habite dans une réplique de lui-même. C'est encore plus incroyable de se dire que c'est une réplique en chair et en os, et pas construite en matériaux de construction. Et puis, effectivement, il y a, je trouve, il y a de la mise en abîme en cascade. Ouais, c'est-à-dire que le désir vit dans une copie de lui-même, et le désir, nous dit le texte, le désir vit dans le cœur, qui est à la fois situationnel. Le personnage du désir vit au cœur de la forteresse, et en même temps le désir vit dans le cœur émotionnellement quoi. Donc oui, comme souvent chez Neil Gaiman, le fond et la forme se retrouvent de manière... c'est parfait, c'est poétique. Pour revenir sur le travail de la couleur dont tu parlais, mais oui, justement la planche 1 de 3 où il n'y a pas de dialogue, où pour le coup on voit le personnage du désir pour la première fois dans le cœur. Cette planche est magnifique, quoi. Elle est dans les rouges et noirs, elle lui se dessine en blanc dessus. Il est très, très organique parce qu'on voit effectivement les filins de chair qui sont là. Il y a une forme de salle de... C'est pas une salle de concert, c'est une salle de cinéma géante avec... vraiment, c'est...
tout ce qui pourrait résonner en soi en fait qui est présent et le travail de couleur sur le seuil en fait sur la statue et moi je trouve ça incroyable en fait. Il y a une forme de part de lumière d'ombre parce que la première page qu'on voit c'est donc effectivement la face qui est dans l'ombre avec ce bleu très profond qui résonne et le cœur complètement ouvert hein, dans le sens vraiment ouvert écorché vif Ouais. Qui est au centre de tout ça taché de sang tout autour qui représente en fait une forme d'expulsion, de violence, du désir qui est central dans le terme lui-même mais qui finalement est sur une statue qui est en situation de plaisir en fait presque. C'est incroyable. Et puis on retrouve cette capacité chez Neil Gaiman de nous prendre à revers un peu sur des choses qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire on a suffisamment parlé avec quelle joie du personnage de la mort dont on pourrait attendre une créature effrayante et dont il fait un être merveilleux, doux, dont on aimerait être l'ami. Et le désir, quand on le dit comme ça, on aurait tendance à penser à quelque chose de positif, de l'associer à du romantique, à du pastoral. Et là, il y a quelque chose d'effrayant dès la première case et toute la présentation de la forteresse. Il y a quelque chose qui est tout à fait quelque chose de gênant et quelque chose de violent. Enfin, comme tu le disais, le noir, le rouge, le cœur exposé. En fait, c'est violent, quoi. Le désir est violent. Le désir est finalement infiniment plus violent que la mort. Et donc, on va le voir. Ensuite, il y a 2 planches où il va communiquer avec une autre de ses sœurs, un autre infini qu'on va découvrir lors de 2 planches qui sont pour le coup blindées d'informations pour la suite. Donc, comment on découvre déjà comment les infinis communiquent entre eux, c'est-à-dire via une galerie. Une galerie où il y a qui se présentent là sous la forme de 7 tableaux blancs au centre desquels il y a un symbole qui est chaque fois le symbole de l'infini en question et c'est en passant par le symbole qu'on peut communiquer avec l'infini avec qui on veut parler. Et donc là déjà on apprend beaucoup de choses, donc on voit qu'il y a 7 infinis, on voit donc les 7 tableaux. Sur ces 7, on reconnaît la mort, le destin avec le livre. Voilà, une croix d'encre pour la mort, donc qui représente la forme d'immortalité, le destin avec le livre. Le casque de Morphée, une galerie, un tableau vide. Dont ils font référence après dans la discussion. Dont ils vont faire référence juste après. Un tableau avec un sourire que je qualifierais de carnassier, qui est le désir. Ensuite, un tableau avec un anneau, avec un hameçon, qui est l'infini qu'on va découvrir juste après. Et un dernier avec des espèces de formes de velours de couleurs. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. J'ai essayé de deviner, mais je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Et donc voilà, on apprend comment ils communiquent, on apprend qui sont 7. Je ne crois pas que ça avait été mentionné avant. Et que manifestement, il en manque un. Et le désir va donc contacter l'infini, sa sœur jumelle, nous dit-on juste après, le désespoir. Ce qui va bien ensemble en fait. Désir et désespoir. Le désir et le désespoir, j'aime bien parce qu'on a le désir qui a un visage très, très androgyne, effectivement, très beau, très blanc, très simple et qui a une police de caractère quand elle parle, il ou elle parle, qui est un peu particulière. Et j'aime bien cet effet-là et ça va être pareil pour désespoir aussi. Oui, ils ont tous, finalement, effectivement, Morphée, il en a un, il a une typo particulière, ici, le désir, le désespoir, ils ont chacun la leur. La mort, on ne l'avait pas. T'as raison, la mort, on n'avait pas elle avait un truc classique. Classique. Voilà. Plus proche des humains. Parce que finalement, c'est la plus humaine. On y revient toujours, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Beaucoup d'informations. On apprend que le désir veut s'en prendre encore à Morphée. Que manifestement, il aime s'attaquer à Morphée. Alors pourquoi exactement ça, on ne sait toujours pas, mais en tout cas, il s'en prend à lui régulièrement, c'est pas la première fois, et que la fois précédente qui a échoué, c'était nada. Et d'où effectivement l'explication du conte qui est complètement logique à ce moment-là, parce qu'on va voir que c'était la faute de désir. C'était un piège tendu par le désir. Alors c'est marrant parce que j'arrive pas à me dire... parce que selon Désir, là, quand ils en discutent, ça a raté. Et en fait, pour moi, ça aurait presque réussi parce que lui était complètement... Il est en souffrance de cet amour. Et du coup, je me dis, est-ce que le but, c'est de le faire souffrir lui, et dans ce cas-là, ça fonctionne ? Ou est-ce qu'il y avait un but encore plus grand de
destruction de Dream directement qui a raté parce que effectivement la princesse, la reine s'est rétractée. Oh, on sait pas. On sait pas. On sent qu'il veut obtenir quelque chose, qui veut faire du mal à Morphée, mais son but final et le pourquoi, on sait pas. On sait pas. Au passage, on apprend qu'il y a une hiérarchie chez les Infinis. Qui seraient donc 3 aînés et les 4 autres. Les 3 aînés étant vraisemblablement la mort, le destin et le rêve. Et les 4 autres, le désir, le désespoir et les 2 qui nous manquent. 2 qui nous manquent, donc un parce qu'on ne sait pas et un parce qu'il a disparu. Oui, effectivement, c'est un des premiers trucs qui est C'est le premier truc qui est dit. Ouais, que lui est toujours manquant. Le prodigal, le prodige, j'imagine. Le fils prodigue. Ouais, le fils prodigue. Ouais. Elle dit, comment elle le dit? Elle dit the prodigal has returned. Voilà. Donc, j'imagine que c'est ça. C'est le désir commence en disant j'ai du neuf et le désespoir répond quoi? Le fils prodigue est revenu et le désir non c'est pas ça. Il est toujours disparu. Mais voilà. En passant, l'air de rien, Neil Gaiman place un truc. Donc voilà, et il va parler du coup, le désir de sa nouvelle machination. Il veut s'appuyer sur l'émergence d'un vortex de rêve. Le premier depuis longtemps, et il s'agit d'une femme. Ouais. Ça a l'air important, de la façon dont tu le dis. Ça a l'air extrêmement important. Et pour finir, je voulais juste lire les derniers textes de toute cette séquence d'intro avec le désir, où il y a d'ailleurs une double case de mise en abîme à nouveau, puisque on voit le désir qui prend exactement la position que a le seuil, et on passe de l'un à l'autre. Et le texte nous dit: vous voulez quelque chose de sexuel, de précieux, de spécial, n'importe quoi. Alors vous l'avez ressenti. C'est là, dans l'attrait, dans la soif, le souffle du désir, la caresse du seuil. Je trouve ça très beau et ça résume ce côté... le concept en fait. Le concept, et puis cette idée de violence, quoi. La soif, la faim, le besoin. Quand on se met en situation de vouloir quelque chose, c'est-à-dire désirer quelque chose très fortement, dans le sens tu serais prêt à tout pour ça, Vraiment, voilà. Il y a un aspect de... Il n'y a pas de limite à ce que tu pourrais mettre là-dedans, quoi, à donner ta vie. Et donc après cette intro, on va rentrer dans le cœur de l'histoire. On découvre, dès la page suivante, Rose Walker. Rose Walker, qui est une jeune femme qui arrive des États-Unis en Angleterre par avion, accompagnée de sa mère Miranda. Ouais. Elles sont accueillies par un avoué d'une personne très riche, une femme, qui les a fait venir, qui leur a payé le voyage, mais à ce stade, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et pourtant, la gamine était en train de dormir et de rêver. Oui. Je l'ai noté directement. Oui, et elle dit: j'ai fait un drôle de rêve, il y avait un Anglais énorme et des femmes, et on vivait dans une maison. Et je retrouvais Jed. Oui. Tout ça va être expliqué très vite après. Donc elles arrivent et elles font un trajet en voiture, et là, notre chère Rose s'endort à nouveau. Ce passage est incroyable. et on bascule littéralement dans le rêve. Dans le rêve, et donc littéralement, pourquoi? Puisqu'à ce moment-là, la mise en page bascule, et il faut tenir les pages en mode paysage pour lire la suite, les quelques planches qui suivent, qui se passent à l'intérieur du royaume du songe. Là aussi, une séquence très dense où on va apprendre beaucoup de choses. Dans le royaume du songe, on retrouve Lucien qui termine le recensement des entités et fait son rapport au maître des lieux. Ouais. Il arrive à la conclusion qu'il y a 11 062 qui sont présents. Il manque, dit-il, des nocturnes mineurs, quelques rêves et créatures moindres. Il y a aussi une poignée d'entités neuves. Mais ce qui inquiète et Lucien et Morphée, c'est qu'il manque 4 arcanes majeures. Oui. Intéressant d'ailleurs tout ce passage de lecture sur le côté. Mais parce qu'on voit effectivement... En fait, j'adore la scène où on voit Lucien revenir... sur la page, qui est en format paysage, qui est découpé en bandes comme si c'était des marque-pages. Absolument. Et t'as effectivement le fait qu'il répète alors 11 000 machin, 11 000 ok machin, ok, il manque celui-ci, ok, bon voilà, et il rentre au final dans le palais. Et enfin, je trouve cette scène, pour moi, elle marche super bien visuellement. Il y a un truc fou parce qu'on voit en fait une forme de tous les
tous les décors sont dingues. Il y a une forme de maison de hobbits. Il y en a une où il passe, je sais pas trop ce que c'est, une espèce de portail de forteresse. Avec une espèce de dragon dessus, ouais. Ouais, il passe au-dessus d'une piscine. Il sort d'une maison dans laquelle il y a des yeux dans le mur, littéralement. Je les avais pas vus. Putain, j'ai lu ce truc un milliard de fois. C'est la première fois que je vois les yeux dans la maison. C'est fou. Il passe dans un tunnel, donc qui pourrait être un métro ou un train, et ensuite, boum, il arrive au. Alors en fait, je sais pas combien de temps il a marché en fait. Ouais, on sait pas. Toi, le passage, il paraît tellement court et à la fois tellement long. Je trouve ça incroyable. Puis il faut compter jusqu'à 11 000. Moi, je soupçonne, j'en sais rien, mais je soupçonne Neil Gaiman d'avoir réfléchi au nombre. Tu crois Alors pas forcément au sens, je dis n'importe quoi, c'est de la pure spéculation. Hein. Mhm. Pas forcément pour un côté symbolique, ça j'en sais rien peut-être, mais pour lui le royaume des rêves c'est aussi le royaume des histoires, et je le soupçonne d'avoir catégorisé. Alors il y a ce type d'histoire, ce type de personnage, marrant, ce type de machin, puis à force il s'est dit bon, il est arrivé à 11 000. Je n'en sais rien, mais je me plais à imaginer ça. Et donc quand on tourne la page et qu'on arrive devant Morphée pour le rapport de Lucien, là aussi on tombe sur une double page magnifique, parce qu'on est toujours en format paysage, mais avec une grande case qui prend les deux pages, et on voit le palais de Morphée, enfin un des endroits de l'intérieur du palais de Morphée, avec des statues complètement immenses. beau, avec une croix d'encre tout en haut en forme de flèche de cathédrale, un vitrail. J'arrive pas à me dire que c'est forcément voulu, il y a quelque chose, mais je repère rien du tout de connu là-dedans. Ouais, j'ai pas trouvé non plus. Il y a sûrement, mais je l'ai pas. Mais voilà, magnifique, évidemment. À la hauteur. À la hauteur, exactement. Et dans un ciel nocturne incroyable, parce que c'est la nuit, bien sûr. Et donc, qui sont ces 4 arcanes manquantes manquantes d'ailleurs. Bref. Donc, les manquants sont... On dirait une tombola. Les manquants sont... d'abord, Brute et Globe. Brute et Globe, c'est 2 créatures qu'on pourrait qualifier de des espèces de gloumoutes. Ouais, des démons, des monstres. Des démons, des monstres qui ont disparu, donc on ne sait pas où ils sont, et dont on nous dit que la fiabilité n'est pas vraiment le trait principal. Ensuite, le Corinthien. Le fameux. Première apparition du Corinthien, qui est un cauchemar, peu sociable, nous dit-on, et on découvre son look terrifiant, c'est-à-dire que pour ceux qui ne le voient pas, mais le Corinthien, c'est un homme dont les yeux sont des bouches. Ouais, c'est incroyable ça. C'est vraiment une idée excessivement glaçante. Ouais. Et je trouve que dans l'idée de représenter un cauchemar, et c'est hyper bien trouvé. C'est juste un déplacement en fait. Ouais. C'est littéralement quelqu'un qui te dévore des yeux, quoi. Exactement. Et vraiment ça fait très très peur, quoi. On le voit 2 fois dans la case où il est présenté assis, vêtu un peu comme un dandy, et puis il y a en dessous un gros plan sur lui en train de sourire. Donc il sourit de toutes ses dents, et de toutes ses dents de tous ses yeux. Enfin, c'est flippant. C'est vraiment très 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 gênant, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est cette espèce de déplacement qui va vers l'inquiétante étrangeté, que de créer un monstre avec des tentacules pour dire le cauchemar, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Et enfin, le 4e manquant, c'est le Lepin du Ménétrier. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, c'est un lieu. C'est un paysage, on voit une bulle avec une sorte de jardin, une rivière. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement le Lepin du Ménétrier, comment ça fonctionne, j'ai envie de dire, on ne sait pas. Enfin, il manque un lieu. Et Morphée est très étonné, parce que pour le coup, lui, contrairement au précédent, il le juge comme quelqu'un de plutôt fiable. Quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, puisque c'est un lieu. Ouais, c'est marrant, en anglais, c'est le Fiddler's Green. Et du coup je savais pas le traduire, donc je me suis dit ok, j'attendrai comment tu me diras quelle était la traduction du truc. Et il y a un terme que j'arrive pas à comprendre. Il dit Fiddler's Green is missing, this is passing strange, Lucien, he is after all Vavasour of his own dominion. Et je sais pas ce que c'est le Vavasour. Alors c'est Vavasseur en français, j'ai cherché. D'accord, okay. Un Vavasseur, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est un vassal d'un vassal. D'accord, ok. Et donc il y a une espèce de boucle, il est vavasseur de son propre domaine, donc est-ce que ça veut dire qu'il est vavasseur de lui-même? Enfin, c'est pas très... J'ai eu du mal aussi, même en ayant cherché le mot, j'ai eu du mal à voir exactement où vous voulez en venir. D'accord, en fait c'est le sous-fifre d'un sous-fifre. Voilà. Ok, d'accord. Oui, mais en même temps il dit qu'il est vavasseur
De lui-même. de son propre domaine. Ouais. Donc il est vavasseur de lui-même. Enfin, Il se gère tout seul en fait. Ouais, il voilà. autogéré, d'accord. Et donc globalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que Morphée est inquiet de ces disparitions. Il s'en veut parce que finalement, il se reproche de ne pas avoir fait son job parce qu'en fait, ils sont partis pendant qu'il était en captivité. Ce à quoi Lucien lui dit la faute ne vous incombe pas, et il conclut la scène. Non, il conclut pas la scène, mais Morphée à ce moment-là dit non, mais alors à qui? Bien sûr. Enfin, dans la dernière partie de cette séquence dans le songe, Lucien informe Morphée qu'il y a des rumeurs qui courent à propos de l'émergence d'un vortex. Et c'est marrant parce que là, on change de point de vue. Au début, on est au-dessus enfin, on prend différents points de vue, on voit Morphée et Lucien qui discutent. Le dernier point de vue avant que ça change, c'est on les voit de haut, et d'un seul coup, on est à leur niveau de très loin, et on les regarde. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils se rapprochent petit à petit, et en discutant, ça prend sens. Morphée dit qu'il est déjà au courant, et donc il lui répond « Il existe bien un vortex, un âne lèveret, le premier de l'air », ce à quoi Lucien dit « Alors vous devez le traquer ». Il faut le contrôler, manifestement un vortex, c'est un problème. Et la réponse de Morphée, c'est « Je n'ai rien besoin de faire, Lucien, inutile de t'alarmer de la sorte. Ce vortex est une femme et non chose. En regardant de près, tu le verras, qui nous observe au coin de la salle du trône. » Effectivement. Et là, d'un coup, il regarde vers nous. Voilà, il nous regarde nous, mais on comprend en fait qu'on est en point de vue subjectif de Rose. Parce que c'est elle qui a basculé dans le rêve. Et donc là-dessus, elle se réveille. Et donc déjà, on peut reprendre notre ouvrage dans le bon sens, ce qui est pratique quand on lit la version urbaine qui est très lourde. Ce passage n'est pas pratique. Et on retrouve donc Rose et sa mère dans la voiture de luxe qui vont chez la personne qui les a accueillis. D'ailleurs, sur la fin, effectivement, Lucien et Dream, Morphée regardent la personne, et en fait, là, elle réagit en sous-texte, en disant « Eh, c'est moi qui le regarde ». Oui. Et c'est là que j'ai compris que j'étais dans un rêve. Oui. Et elle est réveillée. C'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai écouté une émission de podcast il n'y a pas longtemps où on parlait des... c'est les rêveurs et les rêveuses actifs ou actives qui peuvent contrôler leurs rêves. Voilà. Et du coup, j'ai énormément pensé à Sandman en me disant « Oh, ça existe !» Alors, Rose et sa mère arrivent dans une maison de santé privée où réside Unity Kincaid, qui les a fait venir. Et Unity Kincaid, on la connaît déjà. C'est la jeune fille qui a passé plus de temps à rêver, à dormir et qu'à vivre. Et qui a dormi en fait pendant les quasi 70 ans de la captivité de Morphée. Elle fait partie des gens qui ont eu cette maladie du sommeil. Et on nous racontait dès le premier épisode que dans son sommeil, elle avait été violée, qu'elle avait eu un enfant, qu'elle avait accouché. Et elle annonce donc qu'elle est la mère de Miranda et donc la grand-mère de Rose, et que en fait elle va leur livrer, qu'elle en fait ses héritières. Et là il y a tout de suite quand même une image où on les voit les trois dans le miroir. Et c'est net. Et elles se ressemblent, et donc on a la mère, la fille, la grand-mère. Pour moi c'est évidemment une évocation de la triple déesse, des bienveillantes. Ah ouais. Ah pour moi. Moi je l'ai vu comme les moires. Oui, mais c'est les mêmes. Ah oui, d'accord, ok. Parce que pour moi, elles sont pas bienveillantes, justement. C'est ça qui. Non, mais alors bienveillante, c'est un des noms qu'on leur donne, mais c'est pas. Mais en fait, c'est la figure de la triple déesse, dont les bienveillantes, les hécatées, les moires, les parcs. C'est toujours les mêmes en fait. C'est incroyable. Et elles se retrouvent dans plein de cultures différentes. Et oui, effectivement, là, il y a un truc à ce niveau-là. Et justement. J'ai envie de dire comme de par hasard, mais pas du tout. Rose va rencontrer juste après, dans un placard, les bienveillantes ou les trois sorcières. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles du fait que bienveillantes, tu les vois pas comme bienveillantes, parce qu'elles y font allusion, parce que donc elles apparaissent dans le placard sous la forme qu'elles avaient dans l'épisode 3 ou 4 avec Morphée, à savoir la très vieille sorcière, la jeune femme blonde et la femme d'un âge intermédiaire. En gros, elle leur demande qui êtes-vous, Rose leur demande qui êtes-vous, et il y a une d'entre elles qui répond les noms, chaque nom n'est qu'un aspect du tout. Contente-toi de la trinité que tu as, tu n'aimerais pas nous voir, disons, en bienveillante. Donc il y a quand même cette idée que les bienveillantes n'ont de bienveillante que le nom. Et donc, elles vont parler dans cette scène du frère de Rose. On va en apprendre un tout petit peu plus sur son frère, Jed, qui manifestement a disparu. Elles nous refont un peu ces trois
appelons-les les trois sorcières parce qu'elles ont cette forme-là Oui. dans cette incarnation-là, elles nous font un peu ce qu'elles ont fait avec Morphée, à savoir d'être énigmatique, de faire une mise en garde vague et de conclure en disant tu n'as pas posé la bonne question donc tu n'auras pas la bonne réponse, ce qui est très exactement ce qu'elles ont fait à Morphée quelques épisodes avant, quoi. Oui, ce qui est un peu pas sympa de leur part, c'est elles qui apparaissent Oui, c'est ça, volontairement. on n'a rien demandé, quoi. Et encore une fois, on a cette notion d'horloge qui apparaît dans la page, comme ça, au hasard, C'est juste. mais Et quelque part. t'as un truc avec les horloges, mais c'est bien, tu les vois. Moi, je l'avais pas vu, celle-là. Celle-là, je l'avais pas vu. Bien joué. Je détaille, je Ouais. prends du temps. Ouais, bien vu, je suis passé à côté de l'horloge. Donc, elles font une vague mise en garde donc à propos du Corinthien, mais ça reste, en fait, honnêtement, cette scène est très floue, quoi. Comme tu dis, Elle apparaît vraiment. en elles mode, apparaissent comme ça pour dire, t'as pas posé la bonne question et fais attention à toi, au revoir. Et en fait, ça met tout le poids sur ce personnage et toute ça va montrer en fait à quel point cet arc va être important. Oui. Parce que tu sens que ça va changer des choses, ou ça va être impliquant à tout niveau. Parce qu'effectivement, on parle que d'une fille qui, on nous montre que c'est un vortex sans savoir ce que c'est exactement, que ça peut être dangereux si c'est pas contrôlé ou chassé, qu'elle est la descendante d'une personne qui a eu cette maladie du sommeil. Et je suis allé re-regarder comment on avait présenté Unity Kincaid. Vraiment, c'était très rapide, mais assez Oui. important pour dire ça va peut-être avoir une importance plus Parce que j'ai fait comme toi, j'y suis retourné dans l'issue 1, elle est disséminée tout au long de l'issue 1. complètement. Et c'est ultra fort. Ouais. C'est ultra fort. Ce rapport au moire, enfin aux bienveillantes, aux sorcières dans le miroir qui est fort aussi, qui dit ok, la page d'après elles apparaissent, donc tu sens qu'il va avoir il se passe un truc. ce sont les tisseuses du destin, donc tu sens que le destin de tout le monde ou de Morphée et du reste est lié à quelque chose et à Rose, donc c'est très fort. Et ensuite, elle retourne après cette entrevue énigmatique, elle retourne dans la chambre, elles disparaissent évidemment, elle se retrouve dans un placard, Oui. Rose, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que j'ai pas rêvé, bref. Elle retourne voir sa mère qui a parlé avec Unity en attendant. Unity a donc raconté que Miranda, c'est à ce moment-là qu'elle lui raconte que Miranda est l'enfant qu'elle a eu durant son long sommeil. On remarque que Morphée écoute la conversation depuis la maison de poupée. C'est incroyable, évidemment. Et voilà, il y a une petite maison de poupée et il est à une des fenêtres en train d'écouter toute cette conversation. On sait qu'il s'intéresse à Rose puisque c'est un vortex, quoi. Et Unity offre une bague à Rose et on envie de dire un annelet. Oui. On parlait de l'annelet, donc ça veut dire petit anneau qui avait été évoqué. Le vortex est un annelet. Oui, et elle avait posé la question au chauffeur en sortant de son rêve. Elle avait dit c'est quoi un annelet, et le chauffeur lui dit oh c'est un très vieux mot, je suis étonné que tu le connaisses. Voilà, et derrière on lui offre un petit anneau, donc évidemment. Un annelet. Donc bon, on va passer à l'épilogue. Une planche. Une seule planche, incroyable. Terrifiante. Ouais. C'est, on va dire, la première, entre guillemets, apparition en vue subjective du Corinthien. C'est-à-dire qu'on l'a vu parce qu'il était évoqué, mais là, on le rejoint dans l'histoire, sauf qu'on voit à travers ses yeux, avec un effet très malin au niveau de la couleur. C'est fou parce que tu t'as... En fait, préciser qu'encore une fois qu'il a des yeux en forme de bouche, c'est difficile à représenter en fait, il voit ça, mais comment il voit? Enfin, il y a un truc de bizarre, mais voilà. Oui, on sait pas comment il voit. Manifestement, ses yeux fonctionnent malgré tout en termes de... Enfin, il voit quand même avec ses yeux bouche. Donc, putain, je viens de comprendre. Voilà, je me suis dit, tiens, tu as vu le coup de la couleur? Ouais. En fait, je viens de comprendre en me disant qu'est-ce qu'il me dit sur la couleur, et en parlant, je regarde et effectivement, je vois qu'il enlève ses lunettes. Ça... Oh putain, c'est incroyable. J'étais étonné que tu l'avais pas vu. Ça, je l'avais complètement loupé. Pour moi, il a allumé une lumière à un moment, en fait. Tu vois, il était dans le noir et à un moment, il a allumé une lumière, et c'est la case où effectivement, il y a une demi-lumière ombre que je disais pourquoi c'est cette case, et c'est après que j'ai compris les branches. Oh là là, incroyable. Oui, donc pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, donc les premières cases de la planche sont, on va dire, un peu monochromes, et donc on est en vue subjective et on comprend qu'il enlève ses lunettes puisque les dernières cases sont du coup en pleine couleur.
et que c'est à ce moment-là que parce qu'on n'a pas dit ce qui se passe dans cette scène, à savoir que le Corétien est en train de torturer un jeune homme. C'est très très angoissant comme scène. Il a un jeune homme ligoté dans sa baignoire qui pleure, qui demande pitié, et là-dessus il enlève ses lunettes. Donc une fois qu'il a enlevé ses lunettes, il y a la case où le jeune homme est effaré puisqu'il doit découvrir les yeux du Corinthien. Oui. Et puis ensuite il tend un couteau. On sent que ça va très très mal se passer pour ce jeune homme. Oui, clairement. Alors, je vais faire une micro-critique, qui suis-je, à l'encontre de Neil Gaiman, Vas-y. mais je me demande quand même s'il n'y a pas, j'allais dire, une faute de mise en scène, c'est pas le bon terme, mais dans cette dernière planche d'épilogue, on est donc en vue subjective, Oui. et il y a ce truc de il enlève ses lunettes, et que là, le jeune homme est terrifié par ce qu'il voit. Ouais. Et je trouve presque dommage qu'on sache déjà ce qu'il voit, puisqu'on nous l'a montré dans le rêve. Tu vois ce que je veux dire, Oui, il nous crée pas un truc de... Ah merde, il qu'est-ce doit- qu'il a vu pour qu'on puisse se demander nous-mêmes? Voilà, pour que plus tard, quand on le découvre, on fasse « Ah mon Dieu, c'était ça là, on le sait déjà ». C'est un détail. Ouais, mais- je sais pas. Oui, je pense que l'effet aurait été plus fort plus tard. C'est-à-dire qu'on se dit pas « Qu'est-ce qu'il voit ?» Et puis on a le temps de gamberger jusqu'à la découverte. On sait. Je pense que sans ça, Mhm. entre guillemets, comme enfin on a 3 cases qui, il enlève ses lunettes, l'autre dit non, je pitié, et on voit le couteau juste après, on aurait juste pu penser Ouais, que on serait passé à côté. il voit le couteau. Et Ouais. c'est ça, effectivement, où il se dit non, s'il vous plaît. Et du coup, je pense qu'il y a un double effet là-dessus qui aurait été peut-être difficile à mettre en place. Je sais C'est pas, vrai. je suis pas dessinateur. Et tu moi vois. non plus. Mais du coup, je pense que c'est un peu ça. Et mais oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait été plus fort de se dire, mais dans tous les cas, je pense que cette scène-là, même avec des yeux normaux, une personne qui est attachée nue dans une baignoire avec un baillon, au moment où il voit quelqu'un s'approcher, se dit non, s'il vous plaît, pitié. Oui, c'est clair. Quoi qu'il arrive, ça aurait été dangereux. Donc c'est pas plus mal, je pense. Bon, et donc on est arrivé au terme de cet issue numéro 10. Ça mind blow des lunettes, pardon, je me remets ça. Putain, je l'ai pas vu, je m'en veux presque, quoi. J'ai pas vu l'horloge. On va faire des coches. La scène est incroyable. Regardez-là, vraiment, si vous l'aviez vu, dites-moi, mais moi, je me retrouve bête à me dire, mais putain, c'est tellement évident, mais je l'avoue. Comme le C de Carrefour, quoi. Ok. Mais je vais être franc avec toi, je suis pas complètement certain de l'avoir vu dès la première lecture. Oui, bien sûr, hein, mais c'est fou, le genre fou. de truc qui te frappe un peu après coup. Donc on arrive à la fin de cet épisode qui est donc un épisode qui est un épisode sacrément dense, Un peu intermédiaire, mais quand même, quoi. Un épisode de mise en place. On se demande à ce stade, me semble-t-il dans les souvenirs de ma première lecture, comment il va tisser tout ça, quoi, parce qu'il y a énormément de choses, quoi. Il y a le désir et son plan machiavélique, il y a l'histoire d'Unity, il y a l'histoire du vortex, il y a l'histoire du Corinthien. On sent bien que tout ça va être lié, mais à ce stade, on ne sait pas encore, quoi. C'est comme si on nous avait distribué les cartes, mais qu'on ne sait pas encore comment tout ça va s'agencer. Et on a envie de savoir comment tout ça va s'agencer. Ah bah, j'ai clairement envie de la suite, quoi. Je suis en train de feuilleter pour me spoiler un peu. Ça, on reste encore dans la saison 1 de Netflix. Ah d'accord, tu Là, me diras c'est après. plutôt ça- pas mal. C'est plutôt pas mal, mais 1000 fois mieux en bouquin, bien sûr. Voilà. Donc on continue. Ah mais de ouf. Fin de transmission.